Gilles, bonjour, merci de nous donner 5 minutes pour répondre à nos questions. Pourriez-vous nous dire qu'est-ce qu'il faut retenir en termes d'annonces sur les lymphomes agressifs? Alors cette année à l'ASH, il y a beaucoup de choses. Dans le lymphome B à grande cellule, il n'y a pas de communication révolutionnaire. Il y a un certain nombre d'études qui ont été menées pour combiner des choses au R-CHOP. Il n'y a pas encore malheureusement de résultats consolidés de ces études. Ce que j'ai vu, c'est un certain nombre de nouveaux médicaments ou de nouvelles stratégies qui apparaissent, mais qui sont dans les développements précoces, comme le sélinexor dont on a parlé déjà il y a 1 an et demi, ou d'autres médicaments comme l'inhibiteur de ZH2. Il y a deux petits messages qu'on peut faire concernant les lymphomes à grandes cellules et l'espoir qu'il peut y avoir chez les patients qui ont une maladie qui a échoué avec d'autres traitements, ce qui malheureusement arrive encore aujourd'hui. Le premier, c'est une étude qu'a portée sur les patients qui avaient reçu une autogreffe au moment de leur rechute et chez qui ont été regardée l'évolution des patients qui malheureusement rechutent après cette autogreffe. Et c'est à partir de l'étude chorale qui avait été faite il y a quelques années. Et ça montre qu'il y a encore des traitements efficaces chez ces patients-là, malheureusement pas suffisamment efficaces, et qui malheureusement ne bénéficient pas à assez de patients, mais qu'il y a encore un espoir avec une nouvelle chimiothérapie, parfois une nouvelle greffe, et que même si c'est clairement un endroit où il faut faire des progrès, il ne faut pas abandonner quand on rechute après une autogreffe. Un deuxième message important, c'est le message sur les immunothérapies, et notamment ces fameuses CAR T-cells, qui sont des cellules T, des lymphocytes T du propre patient, qui sont modifiés in vitro par thérapie génique pour reconnaître la tumeur. L'équipe de l'Université de Pennsylvanie qui travaille dessus depuis quelques années montre là maintenant une série de 40 patients traités, ce n'est pas beaucoup évidemment, mais avec des résultats qui sont des résultats quand même spectaculaires. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les essais cliniques vont probablement débuter, je l'espère, en 2016 en Europe et notamment en France, et que peut-être ça sera aussi un nouvel espoir pour des patients dans des situations difficiles. Sur les lymphomes indolents, est-ce qu'il y a des choses à retenir également? Alors les lymphomes indolents, je crois qu'on a toujours la multitude de thérapies orales qui ont commencé à se dessiner il y a quelques années. L'ibrutinib, l'idélalyside, des médicaments de ces mêmes familles de nouvelle génération comme la CP193 ou TG Therapeutics, donc des médicaments dont on espère qu'ils vont être mieux tolérés puisqu'on sait que les molécules orales, si elles sont efficaces, donnent aussi des effets secondaires et ne sont pas la panacée. Donc il y a des travaux qui sont en cours pour essayer de développer les prochaines générations. Alors il y a une étude qui concerne des patients qui reçoivent le rituximab avec l'ibrutinib en première ligne. Bon, c'est des résultats peut-être intéressants, mais il faut voir à quel type de patient ça s'adresse, puisque on sait aussi qu'il y a certains patients qui peuvent ne pas être traités quand ils ont une petite maladie. Il y a des études qui sont apparues récemment, comme la possibilité d'associer le lénaïdomide et le rituximab dans les lymphomes du manteau, une publication récente de New England, donc c'est intéressant. Et puis il y a une étude qui vient consolider la place d'un médicament dans le lymphome du manteau. Alors on parlait de l'indolent, le manteau c'est pas forcément indolent, mais qui montre que par rapport au médicament qui a l'autorisation de mise sur le marché en France, qui est le temsirolimus, l'ibrutinib fait mieux, et fait mieux avec des critères qui sont à la fois classiquement la survie sans progression, mais aussi l'amélioration de la qualité de vie, et je crois que c'est un message important pour les patients. Dernière question, sur les lymphomes hodgkiniens, qu'y a-t-il vraiment à retenir cette année? Premièrement, sur la stratégie, il est clair que le lymphome de Hodgkin, après ce qui avait été présenté au congrès de Lugano en juin, c'est clairement le traitement et l'évaluation de la réponse précoce après 2 cures complètes de traitement. Il y a une étude du LISA qui est présentée par Olivier Casas-Novas qui, chez des patients traités par BICOP, montre que si le PET est négatif, on peut désescalader et passer à des traitements moins lourds, ce qui est quand même un bénéfice pour le patient. Je pense notamment aux jeunes patientes où il y a un risque de stérilité avec le BICOP. C'est un vrai bénéfice de pouvoir passer à un traitement moins lourd. Et cette étude montre que la désescalade est possible, avec des résultats à long terme qui sont excellents. Le deuxième message, qui à mon avis est très très important, c'est que l'année dernière, le scoop, c'était effectivement les anti-PD-1, ces nouveaux médicaments qui réveillent l'immunité endormie chez les patients.
Évidemment, ce qu'on attendait, c'est de savoir si c'est durable. Et les résultats qui sont présentés là montrent qu'effectivement, ces anti-PD-1 chez des patients qui ont été en échec après autogreffe ou en échec de chimiothérapie sont efficaces et sont efficaces pendant plusieurs mois, permettent d'obtenir des rémissions complètes qui durent chez certains patients maintenant depuis 18 mois. Alors ça nous pose une situation concrète en France qui est importante, dont on a discuté avec France Lymphome Espoir. C'est la possibilité pour les patients en France qui sont dans cette situation, qui ont échoué à l'autogreffe, au brentuximab, de pouvoir bénéficier. Et avec France Lymphome Espoir et l'ISA, on essaye de se battre avec les autorités pour pouvoir donner accès aux patients à ces thérapeutiques innovantes. Et quelle est votre impression globale sur toutes ces communications de l'ASH 2015 ? Je crois que ce qu'on ramène, c'est la quantité incroyable d'innovation qui a lieu dans cette maladie, avec des innovations concernant le diagnostic moléculaire, les sous-entités, l'imagerie, et puis des nouvelles drogues qui apportent beaucoup d'espoir. Merci beaucoup et puis bon congrès. Avec plaisir Guy, à bientôt. Peut-on diminuer la toxicité du traitement par BiCOP escaladé chez les patients présentant un lymphome de Hodgkin sur les bases du résultat de la TEP après les 2 premiers cycles de traitement? Pour répondre à cette question, le LISA a inclus 823 patients présentant une maladie de Hodgkin avancée qui ont reçu soit 6 cycles de BiCOP escaladé, soit 2 cycles de BiCOP escaladé, puis 4 cycles d'ABVD en cas de négativité de la TEP après les 2 premiers cycles. Olivier Casasnovas rapportait durant l'ASH 2015 l'analyse intérimaire sur 782 patients avec un suivi médian de 16 mois. Cet essai montre qu'on arrive à désescalader 84% des patients dans le bras expérimental et que donc on a au final deux courbes de PFS qui sont superposées et on n'a pas de différence en termes de contrôle de la maladie ni de survie globale entre les patients qui sont désescaladés et les patients dans le bras standard qui ne sont pas désescaladés. Globalement, on peut désescalader sur la base de la TEP les lymphomes de Hodgkin avancés qu'on a traités avec du BiCOP 2 cycles pour 84% des patients et donc on diminue la toxicité, donc ça devient probablement, même si on attend d'avoir des résultats un peu plus matures, un nouveau standard de traitement au moins en France.